Aujourd'hui, les physiciens ont désormais des outils incroyables pour mieux étudier la matière qui compose notre univers. Justement, pour nous aider à comprendre les impacts des théories d'Einstein sur les travaux actuels des chercheurs, mais aussi sur notre vie quotidienne, on est heureux de vous recevoir aujourd'hui. Yves Saquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur physicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU. On va commencer par cette équation, paraît-il, fondamentale. Expliquez-moi, E égale MC2, ça veut dire quoi? Donc, E égale MC2, c'est simplement une équivalence entre ce qu'on appelle l'énergie, E, et la matière, M. Et C, c'est? C, c'est la vitesse de la lumière, qui est un nombre extrêmement grand dans ces unités, dans les unités qu'on utilise, et qui fait que, comme ce C2 est extrêmement grand, un petit m donne beaucoup de E. Mais ça dit autre chose, ça dit que l'énergie, c'est de la matière. Et l'énergie, c'est la matière, c'est de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie, c'est-à-dire que c'est la même substance. Philosophiquement, dirons-nous, c'est la même chose, c'est la même essence. Et ça, c'est vraiment une révolution d'Einstein. L'énergie, c'est de la masse c'est de l'énergie. Il y a des endroits où ça se passe? Ça se passe à des milliers d'endroits dans l'univers, déjà dans toutes les étoiles. Vous avez la fusion, où de la matière devient de l'énergie, et cette énergie réchauffe l'étoile, et c'est ce qui fait briller les étoiles. Dans notre Soleil. Notre Soleil brille à cause de cette relation. Le Soleil, c'est une masse qui devient de l'énergie. Est-ce que vous avez des exemples d'énergie qui devient de la masse? Alors ça, c'est au niveau des accélérateurs de particules, où on est capable de donner beaucoup d'énergie à des particules. Donc on envoie deux particules l'une contre l'autre à très grande énergie, et on voit un foisonnement de dizaines, de centaines de nouvelles particules qui apparaissent, uniquement créées à partir d'énergie pure. Vous travaillez également sur, et ça va demander des explications, l'antimatière. Aïe, aïe, aïe. On peut dire que, d'un certain point de vue, c'est aussi un des enfants d'Einstein, un des enfants non prévus par Einstein. C'est-à-dire que les équations de la relativité restreinte de 1905 qu'Einstein avait démontrées posaient un problème aux physiciens des particules, aux physiciens des atomes, parce qu'il existait une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui dit comment les atomes évoluent, comment le système de particules évolue. Mais cette équation n'était pas compatible avec la relativité. Donc il a fallu que des théoriciens cherchent, c'est Dirac qui s'est attelé à ce job, et en 1930, il a trouvé un moyen de rendre compatibles les deux équations. Sauf qu'il y avait un petit problème derrière, c'est qu'il y avait deux solutions à son équation. Il y mettait des électrons, mais il voyait que cette équation pouvait très bien marcher, et marcher avec des électrons positifs. L'électron est négatif par nature. D'un anti-électron. D'un anti-électron. C'est ce qu'on appelle, alors on appelait ça le positron. Le positron. Et donc, on est entouré d'antimatière? Alors, on n'est pas entouré d'antimatière, parce que chaque fois qu'un grain d'antimatière, un de ces positons, rencontre de la matière, il s'annihile aussitôt. Yves Saquin, moi j'ai besoin de revenir au début, et même au tout début. Il y avait le Big Bang, quantité infinie d'énergie, qui se transforme en matière et en antimatière. Normalement, ça ne devrait faire rien. En fait, c'est un des grands sujets de la recherche fondamentale, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'antimatière et la matière qui ont été créées au moment du Big Bang ne se sont pas complètement annihilés, et qu'il est resté dans cette opération un petit peu de matière. Et ce tout petit peu de matière, en fait, c'est nous, c'est notre univers, c'est tout notre univers. Et alors vous cherchez à fabriquer de l'antimatière? Bien sûr, on est intéressé à savoir les propriétés de cette antimatière, pourquoi elle a complètement disparu, quelles sont les règles qui la régissent. Mais si vous créez de l'antimatière, c'est très dangereux. Vous allez faire disparaître la matière derrière. Je vous parle de particules. On a les anti-hydrogènes qui ont été créés au CERN, qui ont été piégés, qui ont été conservés, se comptent en dizaines, en centaines, maintenant en quelques milliers. Le nombre en question représente une énergie extraordinairement faible. On a calculé qu'au CERN, toute l'antimatière créée au CERN depuis le début du fonctionnement du CERN, toute cette antimatière, si on l'annihilait, si on l'a annihilée pour réchauffer quelque chose, on a de quoi réchauffer une tasse de café. Excusez-moi d'être terre à terre, est-ce qu'il y a des applications pratiques de votre antimatière? Donc l'application pratique la plus connue, c'est la TEP, la tomographie par émission de positons. C'est un examen médical où on utilise les positons qui sont émis par un atome radioactif qu'on injecte dans le corps, et qui permettent de localiser, parce que ces positons s'annihilent dans le corps, et permettent de localiser très rapidement des zones où ils se sont concentrés, et qui sont les zones des cellules tumorales. Tout le monde se réfère à Einstein en disant il avait raison, il a été intuitif, formidable. Est-ce qu'il a été pris en défaut? Jusqu'à présent, non. Par contre, on a beaucoup essayé de prendre en défaut toutes les théories. Il faut se rendre compte que c'est quand même le premier
qui a mis l'univers en équation, qui a fait une équation qui englobe tout l'univers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, physiciens, scientifiques, vous auriez besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle intuition, d'un nouvel Einstein? Alors, on pense qu'il faudra dépasser un petit peu la relativité générale, dépasser les théories d'Einstein pour pouvoir comprendre vraiment ce que c'est que la matière noire, ce que c'est que l'énergie noire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le deuxième Einstein qui nous aurait permis de dépasser tout ça. Vous et tous les physiciens qui travaillaient au CERN ou ailleurs, à Saclay, vous vous sentez un enfant d'Einstein? Bien sûr, oui. Je pense que tous les physiciens des particules, des atomes, sont des enfants d'Einstein. Donc oui, bien sûr, toute la physique contemporaine est une fille d'Einstein. Merci. Merci Yves Saquin d'avoir été notre invité. On a bien vu que sans Albert Einstein, on n'aurait pas aussi bien compris notre univers. Et surtout que ces théories ont été à l'origine des technologies qui ont envahi notre quotidien, même si on n'a pas toujours conscience que ça vient de Albert Einstein. Merci donc Albert.